Vous écoutez La Bonne Équipe. On a déjà dû vous poser la question « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Et en général, la réponse est « J'en sais rien ». Parce qu'on a besoin de bouchers, de business développeurs, de data scientists, d'infirmières, de maires, de militaires ou encore de pompiers, le podcast La Bonne Équipe, c'est le podcast des métiers. En partant d'un principe assez simple, la bonne équipe, c'est d'abord celle qui se complète en étant persuadé, bien sûr, que tout le monde a un rôle à jouer dans la société. Au travers des interviews que je vais dresser de mes invités, l'idée sera de comprendre en quoi consiste leur métier, quelles en sont les sources de plaisir ou les contraintes, l'idée étant bien sûr de vous inspirer un maximum. Je m'appelle Jérémy Muselet, je suis intervenant en école de commerce et plein d'autres choses encore, et je vous souhaite une bonne écoute. Voilà, ça y est, on y est. Bon client, j'allais dire. Je reçois Tom Beuglin. Est-ce que tu peux te présenter, Tom, pour ceux qui nous écoutent ? Ouais, salut Jérémy, merci pour l'invitation en tout cas. Un peu compliqué de me présenter. Est-ce que tu veux que je présente mon activité comme tu directement le sens, en fait, plutôt, je t'avoue que de toute façon, je vais te poser les questions qui vont bien. Donc, vas-y, dis-moi. Ok. Du coup, moi, c'est Tom Beuglin, j'ai 20 ans. Et je ne suis plus scolarisé puisque du coup j'ai monté ma startup récemment et on est aujourd'hui une petite équipe puisqu'on est 4 avec également des freelances autour de nous qui nous accompagnent au quotidien. Donc ça se passe plutôt bien et pour faire court, j'ai monté en fait ma startup, c'est une agence d'email marketing où on aide les marques e-commerce à augmenter leurs ventes grâce aux emails, tout simplement. Pour faire simple, est-ce que je peux dire que tu fais de la CRM ou pas ? Oui, plus ou moins, ouais, c'est ça. Ok. C'est du CRM exactement, et on est spécialisé en fait sur un outil. C'est vraiment nous notre angle, si tu veux, sur le marché, c'est de dire que nous on est spécialisé, c'est-à-dire qu'on fait de l'email marketing pour des marques e-commerce, mais en plus de ça, on est spécialisé sur un unique outil, et c'est pour ça qu'on se positionne comme expert, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a la chance de taffer avec des super boîtes et des super références. Ok. Toi, alors les gens le connaissent peut-être pas, mais tu es l'expert français sur un logiciel qu'on appelle Klaviyo. Exactement. Est-ce que ça ressemble un peu à Sendinblue ou Mailchimp dans l'esprit ? Ouais, ben totalement. C'est exactement le même principe. Ils sont concurrents en fait, tout simplement, Sendinblue et Klaviyo par exemple. Sauf que pour moi, c'est mon avis et l'avis de beaucoup d'autres personnes aussi. Klaviyo est bien plus développé que Sendinblue et est plus axé sur les e-commerçants, c'est-à-dire qu'ils vont chercher la conversion en priorité. Ok. Et ça fait combien de temps que tu as monté ta boîte ? Alors officiellement, ça fait 1 an à peu près, mais réellement, ça fait que 6 mois, plus ou moins, 6-7 mois, non un peu plus, 8 en fait. Mais les premiers mois, ils étaient assez compliqués puisque du coup, c'était en parallèle de mes études et il y a eu une grosse phase où j'ai dû me former sur l'outil Klaviyo puisque avant de proposer des services, forcément, il fallait que je me forme à utiliser l'outil. Donc, il y a eu cette phase d'apprentissage et j'ai eu rapidement en fait mon premier client qui était une marque e-commerce, et je lui ai apporté des bons résultats, honnêtement. Et à la fin de la prestation, en fait, on s'est mangé un impayé. Donc, c'est-à-dire que le client n'a pas voulu payer puisqu'on travaillait à la performance pourtant, c'est-à-dire un pourcentage sur le chiffre d'affaires qu'on génère. Et du coup, on s'est fait avoir. Et ça a mis un coup de mou, je t'avoue. C'était un peu un coup dur. Ouais, j'imagine. Ouais, exactement. Et du coup, je pense qu'on a perdu 5-6 mois au début, en tout cas, à cause de ça. Et après, je suis vraiment reparti de zéro, en fait. Du coup, il y a 8 mois. Et à partir de là, on a continué d'avancer, quoi. Ok. Et qu'est-ce que tu as comme parcours scolaire à la base ? Alors, moi, j'ai fait un bac S, du coup. J'ai eu une mention au bac. Et après, je suis allé en prépa, en classe préparatoire pour les écoles de commerce, puisque le but, c'était vraiment... en fait, j'aime le business. Et je me suis dit, le plus logique, ça serait d'aller en école de commerce, un peu poussé par mes parents aussi. Ils m'ont pas trop poussé dans cette voie non plus, c'est-à-dire qu'ils m'ont pas obligé. Mais ils ont fait prépa tous les deux, donc ça a aidé forcément. J'ai fait 1 an de prépa
Et j'ai arrêté, en fait, du coup, pour me lancer sur mon projet. D'accord. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la base, t'étais un gros geek enfermé chez toi à écouter, je sais pas, des tutos sur YouTube ou autre pour en savoir plus. C'était quoi le moteur en fait? Enfin, je sais pas, au lieu d'aller faire du foot, tu restais devant ton ordi. Vas-y, raconte un peu. Alors en fait, c'est surtout que ça, je l'ai un peu passé, mais en fait, je suis entrepreneur du coup depuis mes 16 ans. J'ai créé ma micro-entreprise à 17 ans. En fait, j'ai dû m'émanciper puisque en gros, les mineurs, ils peuvent pas créer de boîte en France, malheureusement. À part si t'es émancipé. Donc c'est ce que j'ai fait quand j'étais un peu plus jeune. Et j'ai monté ma première boîte qui était de l'achat-revente. Je pense que le dropshipping te parle. Ouais. Alors Donc, peut-être d'expliquer pour ceux qui verraient pas ce que c'est le dropshipping. Tu veux que je le fasse ou tu le fais? Bah, vas-y, j'aimerais bien voir ta Ok. définition. Bah écoute, pour moi le dropshipping c'est assez simple. T'as un producteur, on va dire d'objets, et puis la personne qui monte sa boîte monte un site vitrine entre guillemets pour proposer des produits. Bien évidemment, ces produits, on va dire l'e-commerçant va prendre une marge au passage. Par contre, toute la partie logistique est sous-traitée à la personne qui produit. Alors, ce qui est génial, c'est que dans ce système-là, on prend pas beaucoup de risques puisqu'il n'y a pas la notion d'acheter ou de financer un stock. À l'inverse, pour le client final, parfois on a des délais qui peuvent être relativement longs en termes de livraison. Voilà. Je sais pas si Ouais, exactement. Et si tu veux, le dropshipping, donc il y a des gens qui aiment et d'autres qui n'aiment pas, puisque en fait, ça peut. Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui sont malhonnêtes dans le milieu du dropshipping. Mais dans l'idée, moi, j'avais une approche légèrement différente dans le sens où j'avais quand même des stocks. Ah oui. Parce qu'en fait, le principe vraiment du dropshipping, le dropshipping pur, c'est-à-dire que c'est lorsqu'une personne passe commande, toi, tu vas passer commande sur AliExpress et la personne reçoit un produit qui généralement n'est pas de bonne qualité et comme tu le disais, avec des délais de livraison qui sont assez longs. Et du coup, moi, je voulais faire les choses un peu mieux. Et dans l'idée, en fait, j'avais du coup une personne sur place qui achetait du stock pour moi et qui contrôlait la qualité, puis envoyait les produits les délais de livraison étaient de 7 jours, généralement. Donc, c'était une version un peu plus clean, en fait, de faire du dropshipping. Carrément. Et ça a plutôt bien marché, du coup. J'ai eu de la chance à ce niveau-là. J'ai fait pas mal de chiffres d'affaires et du coup ça a permis en fait de me dégager une sorte de trésorerie que j'ai pu du coup réinvestir dans mon nouveau business en fait. D'accord. Puisque j'ai voulu changer puisque je trouvais que le dropshipping c'était pas très viable sur le long terme. J'avoue que pour en avoir fait à une époque, c'est ça aussi qui a fait que j'ai reculé sur le sujet, c'est que je me suis dit ponctuellement quand tu démarres, c'est génial. Génial Ouais. dans le sens où tu apprends plein de choses et tout ça, mais effectivement, au regard de la concurrence que tu peux avoir sur des plateformes type Amazon, ça peut être gênant. Ouais, clairement. Et alors du coup, tu parlais de tes parents, ça doit faire bizarre le regard que porte ton entourage sur ce que tu fais, tes parents, tes amis peut-être, ou ta famille au sens large. Ouais, alors c'est un peu bizarre parce que tout le monde réagit pas pareil. Euh, Non, mes parents maintenant ils l'ont bien assimilé. Le fait que voilà la voie classique, faire des études, tout ça, c'est pas vraiment pour moi. Ça, ils l'ont compris, je pense. Ça a pris du temps, mais maintenant, j'essaye de leur parler beaucoup de ma boîte, enfin, de partager un peu, voilà, les petites victoires, ce genre de choses. Comme ça, ils savent que voilà, c'est un vrai truc, que je suis sérieux dedans. Et du coup, ils me font confiance. Et pour mes amis, c'est un peu la même chose. Et ils me soutiennent, donc c'est le plus important, en fait. Ok. Et c'est pas compliqué quand on a ton âge de convaincre des clients. Alors, du coup, je dis pas mon âge à mes clients. Ouais, effectivement. Ouais, et si on me demande, généralement, je vais un peu gonfler les chiffres, c'est-à-dire que j'ai plutôt 22, 23 ans. Mais voilà, mon âge, c'est pas du tout. J'essaye de m'en éloigner vraiment. Ok, ouais, je peux comprendre, hein. Je t'avoue que j'ai vécu un peu la même chose il y a très longtemps, Ouais. mais effectivement, parfois quand tu donnes ton âge, ça peut être un handicap, alors que ça présume pas nécessairement d'une qualité de travail qu'on soit plus vieux ou plus jeune. Et Bah, tu vois, moi, je me suis posé la question, est-ce que je dis mon vrai âge sur ton podcast ou pas, tu vois?
pour te dire. Ah oui, d'accord. Ok, bon. Ouais, parce que, je sais pas. Et comment les clients que tu as en face de toi, les e-commerçants, parce que enfin je te suis sur LinkedIn, c'est quoi? C'est des SARL, des SA, des auto-entrepreneurs. On va dire si tu devais dresser le client type de Tom, c'est qui? Alors nous, on a deux personas de clients dans l'agence. Tu vas avoir d'un côté les startups et les DNVB, c'est-à-dire c'est des petites marques naissantes qui font entre, on va dire, 20 000 euros de chiffre d'affaires mensuel jusqu'à 100 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Ok. Donc c'est déjà bien. Hein. Ouais, c'est pas mal. Et on taffe aussi avec des grosses boîtes, des grosses références qui généralement ont aussi une certaine partie retail. Et dans cette catégorie, par exemple, on taffe avec Jimmy Fairley, Bally Baris, Rondorf et peut-être un grand compte d'ici quelques mois, mais ça c'est pas sûr du tout. Donc voilà, c'est vraiment deux typologies de clients qui est assez différentes, mais on a autant de plaisir à taffer avec un type de client qu'un autre. Ok. Et c'est différent. Ton business model en fait, c'est quoi? C'est tu t'es payé au résultat ou t'as un prix forfaitaire? Ouais. Ça on le fait plus à cause de l'impayé. Plus jamais je veux revivre ça en fait. Même si on pourrait le faire en soi. Et en fait non, surtout on fait pas à la performance puisque en gros en email marketing, si tu fais tout le temps des promotions, tu es sûr d'avoir genre 50% de ton chiffre d'affaires généré grâce à l'emailing. Et sur le papier ça rend beau, et si t'es payé à la performance, c'est un beau chèque à la fin du mois. Sauf que nous, c'est pas vraiment l'approche qu'on a, c'est-à-dire que nous on veut être des vrais conseillers et conseiller les meilleures pratiques, c'est-à-dire de pas en fait donner des codes promotionnels tout le temps. Et du coup, on veut être absolument neutre sur la stratégie, donc c'est pour ça. Et j'ai oublié ta question. C'est pas grave. En fait, ma question c'était de savoir si tu étais payé à la performance. Ah oui, ouais. Oh. Du coup, en fait, soit on est payé au projet, donc c'est un prix fixe. Soit on va avoir des retainers. Donc un retainer, c'est un paiement mensuel. Et là, ça va être, par exemple, pour les clients pour qui on s'occupe des newsletters. D'accord, ok. Et la question qui suit derrière, c'est comment ça veut dire que vous êtes en permanence, enfin ce qu'on appelle les A/B testing ou test and learn. Ouais. En gros, c'est l'ADN un peu de ce que vous faites, j'imagine. Ouais, exactement. Pour les clients qu'on accompagne sur le long terme, avec du coup une échéance tous les mois, donc généralement c'est quand même un contrat long terme, derrière on va essayer certes on va mettre en place des newsletters, par exemple 6 newsletters par mois, mais on va aussi essayer d'améliorer les automatisations. Quand je dis automatisation emailing, ça va être par exemple une séquence de panier abandonné, une séquence de bienvenue. Par exemple, tu t'inscris à une newsletter, tu vas recevoir 2-3 emails qui présentent la marque, qui présentent les valeurs, et nous en fait, une fois que ces automatisations sont mises en place, on va essayer de les améliorer en faisant des A/B tests. Et je sais pas si tout le monde connaît les A/B tests, mais en fait, tu vas avoir une version, par exemple, d'un email, et tu vas avoir une seconde version qui sera légèrement différente, que ce soit au niveau de l'objet de l'email, au niveau de la structure ou de l'offre, et tu vas renvoyer 50% de ton trafic sur la première version et 50% sur la seconde, et en fait, tu vas avoir la version gagnante entre les deux. Donc la version qui a les meilleurs résultats, en fait. C'est clair. Enfin, en tout cas, moi, j'ai compris, oui. Ce qu'il faut peut-être dire, c'est que dans le monde de l'emailing, il y a beaucoup d'automatisation. L'automatisation consistant notamment à avoir des formes de rituels. Alors, bien sûr, il y a l'email de bienvenue, mais ça peut être aussi, j'en sais rien, moi, l'anniversaire, un événement type. Et puis, si la personne ouvre le mail, alors je fais ça. Si elle n'ouvre pas, j'ai un second scénario. Il y a énormément de scénarios, en fait, dans le monde de l'emailing, pour essayer de faire en sorte déjà que les gens ouvrent l'email d'une part, et puis derrière l'idée forcément c'est de transformer, ça paraît évident. J'avais une autre question tout à l'heure quand tu as démarré le podcast, en fait tu disais on est 4, que font ces 4 personnes? Alors du coup on a Ezekiel qui est au design, du coup qui va faire les templates de newsletter, et aussi qui s'est occupé de revoir l'identité visuelle de la startup. Puisqu'avant, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait un post LinkedIn par rapport à ça, c'est que mes 20 premiers clients, je les ai trouvés avec un logo fait sur 5euros.com. Oui, j'ai vu, ça m'avait pas de site internet. Ça m'avait fait marrer d'ailleurs. Ouais.
Je pense que tout le monde fait ça au début. Hein. Bah, franchement, c'est quand même. Alors, d'une part, c'est ce qui est de plus simple, mais aussi de plus économique. Et de toute façon, ce qui prime. Alors, effectivement, il te faut un site, mais je reste quand même convaincu que ce qui prime, c'est la qualité de ton travail, quoi. C'est Ouais. dès lors où tu fais match, bah, théoriquement, après, t'engendres du bouche à oreille ou des recommandations aussi, j'imagine. Ouais, exactement. Et c'est vrai que je ressentais pas forcément le besoin au début d'avoir un site ou quoi. C'est pour ça qu'en fait, moi, ma priorité, c'était de chercher des clients. Et une fois que j'avais des clients, c'était de délivrer des résultats. Et c'est tout. Ça s'arrêtait là. Mais maintenant qu'on essaye un peu de voilà de poster sur les réseaux, d'avoir une vraie image de marque, une image au niveau de la startup, là c'était important qu'on ait une identité visuelle. Du coup, Ezekiel a taffé dessus. En parallèle, du coup, comme je te disais, il taffe sur les templates de nos clients. Il est aussi épaulé avec une freelance avec qui je travaille depuis très longtemps, qui est basée à Londres. Hyper sympa. On taffe aussi du coup avec Alexandre qui est responsable CRM, c'est-à-dire qu'en fait je suis en train de le former sur Klaviyo pour qu'il puisse un peu au fur et à mesure prendre le relais en fait. Donc ça va être de la gestion de compte plus ou moins. Et on a également Maëvan qui est responsable communication de l'agence, c'est-à-dire qu'en fait nous actuellement on fait pas de prospection, c'est-à-dire que tous les clients qui viennent c'est des clients qui me contactent d'eux-mêmes. Et ça, c'est grâce à la fois, on a une chaîne YouTube où je fais des tutos sur Klaviyo, mais aussi je poste sur LinkedIn. Et du coup, en gros, Maëvan s'occupe d'avoir une stratégie globale. Et on a plein de projets aussi sur le côté. Donc voilà, c'est un peu, elle est un peu acquisition, mais également responsable communication. Enfin voilà, c'est pas hyper clair, mais elle fait du bon taf. Ouais, non, mais c'est l'essentiel. Et justement, tiens, les gens avec qui tu travailles de près, donc c'est 4 personnes, enfin c'est 3 personnes. C'est des gens qui ont fait beaucoup d'études ou pas? Non, on a bac+3 et 2 masters. Ok. Enfin, du coup, oui. Mais c'est Maëvan et Ezekiel sont en alternance. Et du coup, Alexandre en CDD. Ok. C'est quoi ton projet professionnel ou ton ambition, Tom? T'as une idée ou tu te laisses porter et tu verras? Alors, en fait, de base, j'avais des objectifs, mais j'ai un peu arrêté de m'en fixer, puisque honnêtement, genre, ça se passe jamais comme prévu. Vraiment. Mais je voulais que l'année prochaine, on se positionne comme l'agence, la plus grosse agence française d'email marketing, à voir comment ça va se passer. Mais en fait, moi, j'ai réalisé que ça fait maintenant 6 mois qu'en fait, j'avance un peu dans le noir. C'est-à-dire que là, je vais pas du tout où je vais. Et vraiment, là, mon objectif, c'est de mettre un pas devant l'autre et de voir ce qui va se passer. Puisque là, c'est terrain inconnu. J'ai jamais recruté de ma vie. J'ai jamais fait de management. Donc voilà, c'est comme je te le disais, c'est petit à petit et je vois où ça me mène. Du coup, j'ai un peu arrêté de me fixer des objectifs, même si je pense qu'on reste ambitieux. Ok. Et est-ce que justement, tout à l'heure, tu disais, ben voilà, j'échange notamment avec mes parents sur des petites victoires ou des choses comme ça. Est-ce que, je sais pas, moi, on pourrait dire, t'as un sparring partner ou quelqu'un en fait qui te sert de miroir, qui essaie Ouais. de contrecarrer ou en tout cas de te challenger sur des questions pièges entre guillemets? Ouais, bah ça me fait plaisir que tu m'en parles, puisque ça, c'est un concept qui m'a beaucoup aidé. C'est le fait d'avoir, alors je suis désolé pour l'accent, mais d'avoir un accountability partner. Ouais. Je sais pas comment tu traduis ça en français. Écoute, aucune idée, aucune idée. Alors pour le coup, je parle anglais, mais j'avais jamais entendu parler de ça, moi. Mais C'est vas-y, quelle définition t'y mets? Ouais, je sais pas du tout. Et en fait, le concept, c'est que ça fait 1 an maintenant, depuis une semaine, je crois, que du coup, c'est avec Victoire. Elle s'appelle Victoire. Elle a une agence également, mais pas du tout dans le même domaine. Et si tu veux, toutes les semaines, on s'appelle, on fait une visio de 30 minutes et on fait un récap de notre semaine. Et on dit à l'autre les objectifs qu'on va faire dans la semaine qui vient, en fait. Et dans l'idée, c'est un exercice qui est hyper important et qui est incroyable puisque ça te force à faire le point sur ce qui s'est passé dans ta semaine, sur ce qui va pas, sur peut-être les petites victoires justement, et ça te force à prévoir la semaine qui vient en fait. Et en plus de ça, tu développes une amitié puisque Victoire, elle est super sympa, elle est incroyable, et je pense que je lui dois beaucoup puisque ça fait 1 an qu'on fait ça et ça m'a beaucoup aidé. Et je vous conseille de faire ça. En fait, en fait, il faudrait avoir la traduction française puisque c'est tenir à compte de. Enfin, je sais pas. Mais en gros, pour moi, honnêtement, si je me lance sérieusement dans un projet,
que ce soit par exemple aller à la salle de muscu ou alors, je sais pas, faire un régime ou ce genre de choses, j'essaierai de trouver un accountability partner. Puisque en fait, voilà, t'es pas tout seul, quoi. Ouais. Et tu sais que si tu abandonnes l'autre personne aussi. C'est pas juste toi, en fait. Et donc, c'est intéressant. Et honnêtement, même par exemple, pour apprendre une langue, j'essaierai de trouver une personne. Comme ça, toutes les semaines, on s'appelle. La personne me dit, ouais, t'as fait quoi cette semaine? Si j'ai rien fait pour apprendre, par exemple, l'espagnol, je me sentirais mal dans l'idée. Ouais, mais Donc, c'est un concept qui est vraiment, voilà. c'était un peu le sens de ma question. Alors j'appelle ça sparring partner, c'est Ok. un partenaire d'entraînement entre guillemets, mais en tout cas c'est quelqu'un C'est ça. qui tu vois qui produit un effet miroir ou qui va te dire tiens t'as pensé à ça ou tu vois qui va essayer justement de t'aider à sortir la tête du guidon et puis de te poser en fait pour tracer le chemin. Non, ça me va bien. Accountability partner, je crois que t'as dit. Ouais. Je le note dans mon petit cahier, tu vois, j'apprends là, je suis content. Non, mais honnêtement, c'est un concept, franchement, ça a été une grosse découverte pour moi. Je pensais qu'au début, c'était pas hyper important, mais honnêtement, c'est un exercice tout simple, en fait. Faut juste trouver la bonne personne. Et après, genre, c'est que des bénéfices, en fait. Et alors, tu vois, je trouve que ta démarche, elle est assez paradoxale si on reprend cette histoire d'accountability partner. Elle est assez paradoxale parce que à un moment donné, ben, si j'ai bien compris, tu arrêtes la prépa en disant bon voilà, mon avenir est ailleurs. Et puis Ouais. paradoxalement, tu te tournes vers quelqu'un pour essayer d'être un peu plus cadré. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as laissé tomber la prépa? Enfin, pas comment. En tout cas, quel était ton état d'esprit, ton mindset? Pourquoi tu trouvais, je sais pas, tu étais au fond de la classe à côté du radiateur et tu trouvais qu'il n'y avait pas assez de chaleur au niveau du radiateur et du coup tu t'es dit allez, je m'en vais, il fait trop froid ici. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu laisses tomber l'affaire? Alors honnêtement, j'aurais pas abandonné si j'avais pas eu ma première expérience où du coup j'ai fait un peu de business et de l'argent sur Internet. Du coup, je sais que c'est possible si tu t'en donnes les moyens. Du coup, j'avais déjà ce projet en tête de ma startup et je savais que c'était possible et j'étais convaincu. Et honnêtement, franchement, les cours, c'est pas pour moi. J'ai fait un an de prépa et à chaque fois, tu sais, genre, en plus, la prépa, t'as des dissertes, genre de 4 heures par exemple. Et à chaque fois, quand je faisais une disserte, je passais la moitié à regarder à l'extérieur et à penser à ma startup en fait. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est pas viable, c'est pas possible. Les cours, ça t'apporte absolument rien. Certes, ça t'apporte des connaissances et je pense que, en fait, ça dépend de où tu veux aller. Puisque moi, je veux faire des choses et honnêtement, l'école, ça va rien m'apporter. Mais si une personne veut être docteur, par exemple, bien sûr qu'il faut aller en cours. Ça, c'est, voilà. Ouais, c'est évident. Mais en fonction de mes objectifs, je me suis dit que l'école, c'était pas la solution. Et alors, je trouve ça intéressant parce que tu viens de dire si tu t'en donnes les moyens, sous-entendu, si tu travailles beaucoup, Ouais. ton rythme de travail aujourd'hui, tu bosses 7 jours sur 7, enfin, c'est où Ouais. tu travailles tous les jours. Alors, ouais. Du coup, je taffe de lundi à vendredi. Et l'avantage d'être en prestation de service, c'est que tu as des clients. Et du coup, ça te donne un rythme. C'est-à-dire que les clients, ils vont pas bosser le week-end, donc toi non plus, généralement. Je bosse du lundi au vendredi, entre 10 et 12 heures par jour, ce qui est beaucoup. Et le week-end, généralement, je vais bosser entre 4 et 8 heures sur les 2 jours complets. Donc, Ouais, c'est quand même. Mais en même temps, enfin, ce que tu dis peut-être pas, c'est que tu adores ce que tu fais. ouais, c'est ça. Ce qui fait que t'as pas le Je pense qu'il y a sentiment une de. partie de discipline, mais honnêtement, je pourrais pas, enfin, même si actuellement, avec la discipline que j'ai, je pourrais pas faire un job que j'aime pas pendant 12 heures. Absolument pas. Ouais, Parce que là, c'est que je kiffe ce que je fais, je vois le truc se développer, et derrière, bien sûr, il faut un peu de discipline, mais sinon, oui, ça va tout seul, ouais. ok. Mais alors, est-ce que tu arrives à avoir une vie sociale du coup? Un peu que les week-ends, en fait, honnêtement. La semaine, vraiment pas. Je sors pas la semaine. Des fois, j'ai des potes qui m'envoient des messages, mais du coup, non. J'ai pas craqué pour l'instant. Et sinon, ouais, honnêtement, que les week-ends. Ok. Mais quand tu travailles pas, qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Ah, bonne question. Et là, il y a un gros vide. Ah ouais. C'est là que tu te rends compte que t'as trop priorisé le taf. Bon, ouais, en même temps, en phase. Enfin, c'est peut-être pas la phase de lancement, mais ça me paraît pas. Ouais, non, je vais pas faire ça pendant 2, 3 ans non plus.
C'est pas l'idée. Ce qui m'intéresse, bon, après les classiques, tu sais, genre voir des potes, faire du sport. Je fais beaucoup de sport par contre. Ouais. Tu fais quoi comme sport, par exemple? Je cours. En fait, généralement, c'est la semaine quand j'ai vraiment besoin, il faut que je sorte. Et en fait, le sport, honnêtement, je crois que ça me sauve la vie. Hein. Vraiment, genre j'ai mal au dos, je fais du sport et après ça va mieux. Et je cours, généralement, je cours pendant 30 minutes. C'est pas très long. Ou alors, du coup, je suis sur Lyon et en fait, il y a des barres de traction à côté des quais. Donc c'est plutôt pas mal. Ah, Et j'y vais de temps en temps aussi. ok. Et je sais pas, est-ce que tu aurais un livre, une série, un film à me recommander et pourquoi? Euh, Un livre, ouais. Je lis pas beaucoup. En fait, j'aimerais lire des livres sur le développement personnel, sur le business et tout. Mais si je commence à lire des livres sur ça, je serais vraiment tout le temps sur mon business et ça me casserait la tête. Mais par contre, j'ai lu le livre qui s'appelle Comment se faire des amis. Je sais pas si tu l'as lu. Non, pas du tout. Ah, Vas-y. dommage. Mais- Il est incroyable. Vraiment, il est incroyable. Si je pouvais lire un seul livre dans toute ma vie, ce serait celui-là. Parce que le titre, il fait un peu rire généralement. Ouais, Genre, comment se faire des amis. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est sur la psychologie humaine. Et honnêtement, je pense que si tu arrives à te faire apprécier dans la vie de tous les jours par les gens, dans l'idée, tu peux tout faire en fait. Que ce soit avec tes clients, avec tes employés. Bon, je dis pas que je suis parfait hein, parce que je l'ai lu, mais ça m'a apporté des notions qui sont plutôt pas mal. ok, Et je vous conseille de le lire. parfait. Euh, Et tu regardes pas de série? Si, Ah, si. Le soir, généralement, quand je mange pendant 30 minutes, je regarde The Office en ce moment. d'accord. Genre, tu vois, une série bien conne Ouais, pour... c'est de mémoire, c'est une série britannique sur la vie d'un bureau et Ouais, ouais. ouais, ça m'a inspiré il y a quelques années parce que j'avais l'impression de voir mes collègues de l'époque, donc Ah ouais? complètement. Putain, je rêverais d'avoir de taffer dans un bureau comme ça. C'est vrai? Très drôle. Écoute, Ouais, ouais, vu de l'extérieur, c'est très drôle. Après, quand tu le vis, ça l'est parfois un peu moins. Mais ouais, tu m'étonnes. bon, ok. Et est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent? Euh... Oui, forcément. Je pourrais pas te dire de non directement puisque j'essaye de pas trop avoir ce truc de t'as des personnes qui t'inspirent et tu les mets sur un piédestal. Ok, Parce que pour moi ça c'est un peu dangereux dans le sens où si tu les mets sur un piédestal, tu estimes que tu pourras jamais être à leur niveau. Et je trouve que c'est te mettre des barrières directement. Mais bien sûr, il y a des gens qui m'inspirent. Hein. Il y a des gens qui sont. Je pense à. Tu vas pas connaître, mais par exemple, Iman Gadji. ouais, C'est un YouTuber qui, du coup, a lancé son agence il y a très longtemps, une agence d'acquisition. Et maintenant, ouais, il fait des vidéos sur comment monter son agence, tout ça. Donc forcément, dans ma sphère. Mais sinon, ouais, non, j'ai pas forcément d'inspiration. ok. Et alors justement, c'est marrant que tu parles de youtubeur parce que quel regard toi, en tant que jeune, puisque moi je suis quand même un vieux boomer, quel regard en tant que jeune tu portes sur ce phénomène youtubeur, influenceur, ça t'inspire quoi vu de l'extérieur comme ça? Ah, c'est intéressant. Bah, honnêtement, je vais faire un peu le pont avec une agence qui s'appelle Genflow aux États-Unis. Ouais, Le gars, il a un podcast aussi, c'est intéressant. Et en fait, si tu veux, Genflow, son agence, c'est de créer des produits pour les influenceurs. ok. C'est-à-dire que tu as un influenceur et il va sortir un produit. Est-ce que tu connais Logan Paul, par Oui, exemple? oui. Est-ce que tu as vu qu'il a sorti sa boisson? Écoute, j'ai pas fait attention, mais Bah, en gros, Logan Paul, si tu veux, il a sorti sa boisson qui est disponible dans les magasins aux États-Unis, tout ça. ouais, Et ils font plusieurs millions de chiffres d'affaires. Enfin, c'est un truc, c'est phénoménal, tu vois. Et je pense que c'est en fait tout simplement parce que l'attention, c'est la clé en 2022. C'est-à-dire que si tu as l'attention, tu as absolument tout. L'attention des gens, je veux dire. Et du coup, les influenceurs, je pense que bah, ils ont tout compris en soi. Hein. Ils ouais. peuvent faire n'importe quoi. Après, avec une seule limite, tu vois, j'y mets qu'une seule limite, c'est que parfois tu tombes un peu dans le clickbait, le putaclic, Ah oui. quoi, tu vois, Ouais. tu balances de l'info juste pour te faire repérer, et en soi, cette info, elle peut ne pas être super qualitative. Euh, mais, Ah oui, ouais. Je vois. ok.
Alors, comment j'aime bien parler performance. Comment tu considères que tu as été performant dans ton métier? Au niveau du chiffre d'affaires mensuel, je pense. J'en sais rien, Nous, on regarde. c'est toi qui dois me dire. Ouais. Nous, enfin, au niveau des agences, on parle beaucoup de MRR. Donc, c'est le Monthly Recurring Revenue. Du coup, c'est le chiffre d'affaires mensuel, en fait, et qui, dans l'idée, qui est sous forme d'abonnement, c'est-à-dire qu'il va tomber le mois suivant, dans l'idée, en fait. Et tu vas avoir les plus grosses agences qui vont faire, par exemple, 200 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, 300 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, ce qui est énorme. Et nous, je pense qu'on se compare à ce niveau-là, ouais, Ok. au niveau du chiffre d'affaires mensuel. Ok. Et c'est indiscret de te demander combien tu fais de chiffres par mois? Nous, on est entre 10 et 15 000, à peu près. D'accord. Ok. Donc, on est encore loin des gros. Mais si tu veux, en fait, c'est difficile de se projeter, puisque, par exemple, il y a 6 mois, 7 mois, on faisait 500 par mois. Ouais. Donc, comme je te le disais, c'est vraiment compliqué de se projeter sur le futur. Oui, non, mais ça, j'entends bien. Comment on fait pour te suivre, Tom, ou comment on peut te contacter si on a envie de travailler avec toi? Si jamais, je suis assez actif sur LinkedIn. Et si vous voulez suivre des tutos sur l'outil, sur Klaviyo, on a une chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on va sortir, au moment où on tourne l'enregistrement, on va sortir une vidéo dans laquelle on explique comment on a généré 130 000 $ pour une marque e-commerce en 30 jours. Et la vidéo sort, comme je te le disais, aujourd'hui. Donc, quand le podcast sortira, la vidéo sera déjà sortie sur la chaîne Tom Beuglin, du coup. Ok, ça marche. Bah écoute, tu m'enverras le lien. On va se dire que tu as le droit de me poser une question. Laquelle? Ok. C'est quoi la raison pour laquelle tu as créé le podcast? La raison vraiment interne? Écoute, la problématique à laquelle je suis confronté au quotidien, en tout cas au travers de mes cours, c'est de me dire que certes, il y a les cours académiques, les TD, tu les appelles comme tu veux, mais qu'au final, les gens manquent souvent d'inspiration quant à leur parcours professionnel. Et du coup, je me suis dit, il faut monter un podcast avec des gens qui ont des métiers radicalement différents pour donner envie, pour inspirer tout simplement. Et puis moi, accessoirement, voilà, ça donne aussi une autre image que peut avoir un prof lambda dans un amphi. Donc, Ah, ça c'est bien. Ça, j'aime bien cette réponse. pourquoi? Puisque, je sais pas, tu as commencé par le côté logique, le pourquoi, mais moi vraiment c'était toi, pourquoi, au fond de toi, pourquoi tu fais ça? Genre, t'as toujours voulu faire un podcast? Enfin, du coup, tu l'as dit, c'est pour un peu changer l'image de prof, c'est ça? Ouais, alors le podcast, pour le coup, ça fait 1 an que j'y travaille. Ok. 1 an où où je me disais, il faut que je me focalise sur une thématique bien précise. Toujours, de toute façon, le monde du podcast fonctionne exactement comme le monde d'Internet, dans le sens où il y a du référencement naturel. Enfin voilà, c'est toutes les logiques y sont. Et puis j'écoute, pour ma part, j'écoute pas mal de podcasts de gens comme Joe Rogan ou Tim Ferriss aux États-Unis, alors qui sont sur des formats très très longs, puisque ça peut durer 2-3 heures sans problème, mais qui arrivent à avoir des Elon Musk qui viennent discuter avec eux. Ouais, Typiquement, c'est fou, ça. c'est des trucs de dingue, ouais. Et je me suis dit, voilà, je sais que mon format est un poil trop long, et pour le coup, je me sers aussi de ce podcast pour travailler avec mes élèves et au travers d'ateliers, et je me dis demain la V2 de ce podcast, ce sera aussi de faire des petits cuts pour faire des condensés en fait de l'interview, histoire d'attirer les plus jeunes. Mais j'ai perdu le fil, je t'avoue là, mais non, l'idée c'est ça, c'est de se dire je trouve que il y a ce qu'on peut apprendre dans les livres, mais il y a aussi de
de rencontrer des gens. Y a des gens typiquement que j'ai rencontrés dans ce podcast que j'aurais jamais pu rencontrer par ailleurs. Ouais, tu m'étonnes. Et donc du coup, voilà quoi, je trouve ça excellent. En général, l'accueil est plutôt cool, que ce soit des jeunes comme toi ou des beaucoup plus vieux que moi. Les gens trouvent la démarche intéressante, donc je me dis, c'est que derrière, ça fait sens entre guillemets, et voilà. Et moi, je suis content du coup, et ça me va bien. Ouais, le concept, il est bien, il est top. Écoute. J'aurais bien aimé l'avoir il y a longtemps, tu vois. Ouais. Je me dis, j'arrive peut-être un peu sur le tard. Et en même temps, je voulais pas faire n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le temps aussi d'y réfléchir. Et d'étudier, entre autres, tu vois, ça paraît ridicule, mais le matériel. Et on avait déjà, toi et moi, échangé au niveau matériel offline, en dehors du podcast, sur d'autres sujets. Là où j'en étais pas convaincu au départ, j'avoue que oui, aujourd'hui je me dis le matériel c'est un truc qui est super important pour une question de qualité, et puis voilà, il faut être un peu pro dans ce qu'on fait, enfin en tout cas c'est ce que je pense. Du même principe. Bah oui, non mais c'est la base, si tout à l'heure tu disais voilà, on lance une vidéo YouTube, si ton son est pas bon, tu sais que statistiquement les gens vont finir par décrocher, voilà quoi. En vrai, si tu fais une chose qui est importante pour toi, plutôt que le faire bien, autant le faire très bien, tu vois. Ouais, alors après... Autant aller un peu plus loin que ce que tu ferais normalement, je pense. Ouais, non, mais clair. Après, bon, il faut, enfin, tu vois, je me dis, tout est perfectible. C'est-à-dire que c'est un peu comme toi dans cette histoire de test and learn. C'est-à-dire, tu lances des épisodes, il y en a certains qui vont fonctionner mieux que d'autres. Ça peut être lié à l'invité, mais ça peut aussi être lié à ta prestation personnelle ou au format que t'as pris. Donc ça reste perfectible. Aujourd'hui, je me dis, j'ai pas la prétention de me dire c'est le meilleur de moi-même, mais en tout cas, c'est une première étape. Donc voilà, en gros, le pourquoi du comment, on va dire. Sympa. Parfait, Tom. Est-ce qu'il y a une question que j'aurais oublié de te poser ? Oui, tu m'as pas demandé comment j'allais au début du podcast. Non, je l'avais fait offline, mais c'est pas grave. Comment vas-tu ? Ça va bien, je te remercie. Toi aussi ? Ouais, nickel. Et c'est quoi le programme de ta journée, tiens, aujourd'hui ? Bah là, à 10h, 10h15, j'ai un appel avec notre plus gros client, un Australien. De base, on devait s'appeler à 7h30. Du coup, ça s'est pas fait, puisque eux, là, c'est 5h, je crois, à Melbourne. Et après, je pense une visio avec, du coup, mon équipe. Et on va discuter des newsletters qui arrivent pour nos clients. Ok. Et là, typiquement, avec ton client australien, le sujet, ça va être quoi ? De débriefer d'un truc que vous avez fait ensemble ? Non, c'est plutôt renouvellement de contrat et j'aimerais lui proposer un truc sur 1 an. Donc, c'est un appel important en plus. Ouais, donc tu as une petite forme de pression. Ouais, un peu. J'aurais aimé que l'appel se fasse avant le podcast, du coup, mais ça a été reporté à 10h30, 10h15. Bon, ok. Écoute, je vais pas te retenir plus longtemps. Je vais te laisser te préparer, te concentrer. Je te remercie vraiment pour l'accueil. Je sais que ça a été compliqué de caler une date. Il fait quel temps à Lyon là ce matin ? Pas mal. Ouais, mais pas mal du tout. De toute façon, vous avez toujours plus de bol que les gens qui habitent dans le Nord, j'ai remarqué. Ouais, mais ça, c'est connu. Ça. Ok, Tom. Écoute, encore merci beaucoup. Et de toute façon, je mettrai les liens dans la description pour te suivre ou te contacter. Passe une belle journée. Super, merci beaucoup. Toi aussi. Ciao, Tom. Ciao. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu as écouté cet épisode dans son intégralité. Et dans ce cas-là, je t'en remercie vivement. Si tu veux nous aider à remonter dans les moteurs de recherche, pour ça, il y a 3 solutions. La première, abonne-toi directement au podcast La Bonne Équipe. La deuxième, mets-nous des commentaires trop sympas et des évaluations qui vont avec sur les plateformes comme Apple Podcast ou Spotify. Et enfin, n'hésite pas à abonner de force tes amis ou ta famille, ça leur fera du bien. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.